vraiment les derniers retardataires. Si je fais retour en arrière, là où à Bonneval, comme Bessan, souvent notre souci c'était le trop de neige qui engendre des avalanches. Et souvent la route était fermée, comme vous savez, c'était compliqué. Aujourd'hui déjà, donc, on vit mieux parce qu'on a moins l'angoisse, l'appréhension de l'hiver. Pour moi, il faudrait que ça reste comme ça, quoi. Voilà, pas plus ni moins. On était une équipe de guides et de moniteurs à Bonneval et de Bessan, là. On buvait le café le matin, et puis on a décidé de s'unir, de faire quelque chose pour promouvoir donc, cette montagne, aussi bien le ski de rando que la haute montagne. Et on avait déjà eu vent que, donc à Chamonix, il y avait déjà ces terres d'alpinisme. Et il fallait trouver une combine pour faire pareil, peut-être même mieux, pourquoi pas. Et donc on a dit, ben allez, on y va. Apparemment, le dossier était bien ficelé, si bien qu'on a eu le label. Label Terre d'alpinisme Bessan-Bonneval, agréé par UNESCO. Si bien qu'aujourd'hui, notre association marche très très bien. Et en plus, on a aussi un terrain favorable. Pour nous, ça fait un plus, sans parler de questions finances, machin, mais questions sentiment déjà. Que cette montagne soit connue et respectée, bien sûr. Il y a plusieurs atouts déjà. Bien sûr, il y a l'atout économique, il faut dire ce qu'il y en est. Hein, parce que les gens, quand ils voient promotion, on fait un sommet, machin, donc ça attire déjà quand même. Donc c'est bénéfique pour tous les acteurs des deux villages, Bessan-Bonneval. Moi, je souhaiterais qu'il n'y ait pas beaucoup de changements, bien que le changement il y sera. Encore 2050 peut-être, mais bon, après, au-delà, je crains qu'il y aura beaucoup moins de glaciers, certes, mais quand même, il y aura une mutation, donc si on peut dire, de cette activité montagne. Il y aura toujours des guides en haute montagne et la montagne restera, je l'espère, pour longtemps. J'appelle sur scène, sans plus tarder, Séverin Duc, qui est historien, qui va nous expliquer son parcours et qui va nous parler des prospectives alpines à la lumière de notre histoire. Et pendant ce temps, nos animateurs sont en train de faire la synthèse de leurs ateliers. À toi, Séverin. Alors, bonjour à toutes et à tous. Sachez que j'adore faire des PowerPoint, donc j'espère que vous allez les aimer. D'accord? Voici une bouquetin, et son petit, et on est en Haute-Maurienne vanoise, faut-il le préciser. Et je suis très heureux de commencer par cette belle image. J'aime beaucoup utiliser cette phrase, regarder le passé avec fierté, comme Monsieur Anselmet, et préparer aussi le futur avec confiance. Donc, à la fois fierté, confiance et donc responsabilité aussi. Alors, d'où on parle, car c'est toujours important, d'où on parle, hein, si on est socio-pro, si on est dans le domaine des sports d'hiver, si on est politique. Alors moi, je suis historien, donc j'ai un point de vue de mon point de vue. Et je suis né de l'autre côté de la Vanoise, je suis né à Moutier, j'ai grandi à M, d'une famille qui vient de Granier, et ma mère, elle vient de Torrenglière en Haute-Savoie. Donc en fait, je n'ai jamais été bercé dans cette idée qu'il y ait deux vallées opposées. J'ai été élevé dans l'idée qu'il y avait des alpins, des montagnards surtout, qui pouvaient faire des choses ensemble. Et après un long parcours d'historien entre Chambéry, la Sorbonne, Rome, Milan, un long parcours, fini docteur d'histoire en histoire à l'école française de Rome, et bien depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait les historiens, on les entendait pas beaucoup dans le champ public sur le monde qui change. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt que d'attendre qu'un le fasse, je vais le faire. Hein. C'est le principe des montagnards, on n'attend pas les autres, on fait. Et j'ai fondé cette newsletter depuis quelques années qui fonctionne très bien, qui s'appelle Bac Futur, quand les Alpes changent, l'histoire est notre allié. Et quand on fait des choses, quand on écrit, bah, à la fin, on finit par faire des livres. C'est aussi l'effet boule de neige. Voilà. Alors, j'ai voulu commencer par cette vignette où j'ai voulu montrer que l'histoire pouvait être notre allié. Il peut y avoir la sociologie, l'écologie, il peut y avoir la météorologie, la climatologie, tout ce que l'on veut, mais l'histoire a aussi un rôle à jouer, puisque quand les temps changent, bah, qui est spécialiste du temps? Bah, ce sont des historiens.
Alors pour moi, l'histoire, elle permet de bâtir une approche mesurée, ambitieuse, concrète et constructive dans les Alpes qui changent. Et comme je vous le disais, souvent, les historiens ne les entendent pas, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les archives. Or, il s'avère que le monde va beaucoup plus vite que le temps des archives. Donc il faut savoir en sortir. Et aussi savoir parler à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'histoire. Tout l'enjeu. Et pour moi, le grand trésor de l'histoire, c'est que ça nous permet aussi de prendre le temps et puis de dégager l'utile de l'inutile, les émotions de la raison. Ça permet un peu de décanter aussi les débats et de savoir ce qui compte et ce qui compte moins. Et souvent, ce qu'on entend le plus n'est pas forcément le plus important. Voilà. Et je me pose cette question, savoir si le passé est un socle, une encre, un tremplin. Est-ce que ça nous paralyse? Est-ce que ça nous inspire? J'aime beaucoup commencer mes conférences avec cette représentation d'un petit village des Grisons, le canton des Grisons en Suisse, Ramsau, qui est un village walser, donc de ce peuple qui a colonisé les hautes terres au Moyen Âge quand elles se réchauffaient. Et j'aime beaucoup ces 3 petites maisons avec une immense étrave à avalanche juste derrière. C'est-à-dire est très très bien pensée, parce que je pense que la première fois où ils les ont mis, ils ont perdu les chalets. La fois suivante, ils ont mis une étrave qui non seulement permet de casser l'avalanche, mais en plus, pour ce qui passerait au-dessus, de la stocker dans le V, d'accord, pour éviter que ça fasse un tremplin et à la fin, ça décapsule votre toit. Et pour moi, c'est une métaphore de ma conférence. C'est-à-dire qu'on y vit, c'est compliqué, on trouve des solutions, mais dans l'humilité. Voilà, la nature nous sera toujours supérieure, quoi qu'on veuille. En revanche, ce n'est pas parce qu'elle nous est supérieure qu'elle ne veut pas qu'on vive à ses côtés. Alors, pour moi, ce qui compte dans mes réflexions, dans mes écrits, c'est qu'on doit repartir des territoires, ce qu'un anthropologue appelle des fragments d'humanité, car en toute fin, ce sont des humains dont on parle. Et quand on parle des humains, c'est des vivants, mais c'est aussi des morts, en fait. Une fois, je suis allé dans les Grisons, j'ai fait une conférence, et on m'a fait visiter le territoire, et on a commencé par le cimetière. Et donc, on m'a montré, voici qui nous sommes depuis si longtemps. Et il ne faut jamais oublier que l'on vit aussi pour aussi honorer nos morts et ce qu'ils ont fait. Car bientôt, c'est nous-mêmes qui serons honorés aussi par nos descendants. Donc ce territoire fait de vivants et de morts, ce n'est pas non plus une carte postale qu'on devrait admirer. Nous ne vivons pas dans une carte postale, il faut vivre à l'année dans la carte postale. Penser à soi avant de penser aux clients, c'est aussi important. Et étrangement, quand on pense bien à soi, on fait un beau territoire que les clients apprécient ensuite. L'histoire du territoire, d'autre part, ne doit pas paralyser. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de choses, que nos parents et grands-parents ont fait beaucoup de choses, qu'on doit continuer comme eux ou être impressionné face à leur réussite. On doit être à la hauteur de nos aînés. C'est ça aussi, être un héritier, c'est être à la hauteur de ses aînés. Penser au futur, c'est donc respecter le passé, mais c'est aussi, j'y tiens fortement, conserver l'esprit pionnier de nos aînés. Ça veut dire être à la hauteur des aînés, c'est avoir l'esprit pionnier. C'est imaginer des choses que nos aînés n'ont pas pensées. C'est peut-être la plus belle leçon de nos grands-parents. Alors j'ai décidé de faire toute une narration, d'une dizaine de slides, pour un peu démontrer quel est mon point de vue et quel pourrait être mon apport dans une réflexion en fait, territoriale, touristique pour la Haute-Maurienne. Alors le premier point, je ne vous l'apprendrai pas, mais si on devait le dire à des gens de l'extérieur, la montagne n'a jamais été immobile en fait, elle n'est pas devenue mobile avec l'arrivée des voitures, et qui plus est la Haute-Maurienne. La Haute-Maurienne a tout le temps été très 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 mobile, comme tout autre territoire alpin, bien sûr pour des raisons, j'ai un chalet, j'ai une maison à 1000 mètres, je monte à 1500 puis 2000, donc il y a des migrations annuelles dans l'altitude, il y a des migrations aussi horizontales, si je vais à Lyon, si je vais à Turin travailler, vous avez les Suisses qui partaient à Innsbruck, qui partaient à Paris, vous avez des Valaisans qu'on retrouve en Argentine. En fait, l'histoire des Alpes, c'est une histoire de migration. Et donc, quand on dit que la population baisse, bien sûr, elle baisse, mais rien ne dit que ceux qui sont partis ne vont pas revenir. D'accord. Et l'histoire des Alpes, ce sont des migrations et des allers et retours. Donc, il faut avoir confiance aussi. Ceux qui partent reviennent souvent. Et donc, il faut savoir les accueillir. Enfin, j'y tiens, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Avant les déserts médicaux, penser comment les femmes accouchaient, rien que cela laisse beaucoup à réfléchir. Alors, si on se concentre sur la Haute-Maurienne, j'ai fait une petite enquête dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, en ligne, pour essayer de trouver des cartes, pour voir un peu comment avant on voyait la Maurienne, à quoi ça ressemblait. Alors, j'aime bien cette carte de 1632 parce que ce qui compte manifestement en Maurienne, c'est de tenir le chemin ouvert du Mont-Cenis. Et que chaque étape, vous voyez, c'était Lannesbourg à l'époque, et Lan de Villars, avec ces deux routes qui montent, à la confluence de ce qu'on appelait la Poste, là où on change les chevaux. Un peu plus haut, on avait la chapelle des Transis, où on stockait les corps des morts en plein hiver.
pour ensuite les enterrer quand la terre était dégelée. On passait le col et on redescendait de l'autre côté, avec toute une série de routes. Donc la Haute-Maurienne, ça a toujours été un lieu de passage, un tronçon stratégique. Et nécessairement, on était dans la polyactivité. La Haute-Maurienne, comme les hautes terres alpines, n'ont jamais reposé sur une seule activité. La terre ne pouvait pas nourrir. Comme l'hiver ne peut pas nous nourrir toute l'année. À un moment, il faut des activités relais pour revenir à la saison qui bat son plein. Et de mon point de vue, demain, on devra de plus en plus sans doute réimaginer le Mont-Cenis lui-même comme un trait d'union, dans le cadre de projets de collaboration avec nos cousins piémontais de l'autre côté. Et d'ailleurs, l'importance de la langue, parce que si les Italiens parlent parfois français, les Français parlent beaucoup moins italien. Et l'émotion se transmet aussi par la langue. Alors, mon troisième élément sur lequel je voulais insister, c'est que l'innovation montagnarde, elle existe et elle est particulière, selon moi. Elle a deux fonctions. Et la fonction à la fois de résister à l'extérieur tout en prenant ses avantages et d'autre part de produire des richesses. En effet, nous, du côté de la montagne, on est souvent confrontés à des forces extérieures, on le sait. C'est l'État central, c'est la législation qui s'impose jusqu'à la législation européenne en fait. C'est des flux touristiques qui nous imposent leur flux, leur puissance en fait de transformation. C'est désormais le climat et la météo. Donc être montagnard, c'est être face à quelque chose qui nous rend très humbles, mais l'humilité ne nous empêche pas de passer à l'action. Et selon moi, une des grandes forces de l'histoire alpine, c'est de savoir d'une part s'adapter, mais sans rupture, c'est-à-dire de tuiler. Je faisais quelque chose, je le conserve, je fais autre chose, et ainsi de suite. On fait un toit, si vous voulez, de Tavaillon, comme on dit de l'autre côté. Et cela fait partie de l'ADN des montagnards. Donc l'enjeu n'est pas de faire des virages à 180 degrés, mais d'essayer de se dire qu'est-ce que je peux rajouter en plus en décélérant d'autre part dans d'autres activités. Et en toute fin, on l'a vu tout à l'heure, le nombre d'interviews qu'on a vues, c'était généralement en fait des chefs d'entreprise. Il existe des statistiques absolument fascinantes sur l'esprit d'entreprise des Alpins. En général, c'est 20, 25%, 30% de chefs d'entreprise. Vous descendez en plaine, c'est 5, 6, 7%. En montagne, si vous n'êtes pas entreprenant, a priori, les choses ne se produisent pas d'elles-mêmes. Moins de services publics, pas d'université, pas d'hôpital. Donc, il faut créer l'argent. Et l'argent ne tombe pas du ciel en montagne. Alors, ce que j'ai voulu montrer ensuite, c'est qu'on ne peut pas contourner le fait qu'être montagnard, c'est vivre au rythme des modernités. On n'arrive pas à impulser le rythme du monde, on le comprend. La pulsation du monde, elle se fait ailleurs. Pour autant, ce XXe siècle va nous amener, nous, montagnards, à porter un nouveau regard, et l'extérieur va aussi porter des nouveaux regards sur la montagne, et donc des nouveaux usages. Et donc, au XXe siècle, les nouveaux usages souvent passaient par des infrastructures lourdes d'équipements. Transformer, aménager signifiait en fait couler du béton, tracer des routes, creuser des tunnels, remplir tout simplement un cadre historique comme le barrage du Mont-Cenis avec de l'eau. Tant et si bien que, à l'heure actuelle, ce matin, Thibaut a décrit, ça nous a tous fait non pas peur, parce qu'au fond, on le sait tous au fond de nous, ce qui se produit, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas le premier phénomène qui arrive droit dans notre nez sans qu'on ait nécessairement prise sur ce phénomène. Le premier, c'est la connexion ferroviaire de Modane à de l'autre côté, avec les Italiens, mais à l'époque, il faut le rappeler, c'était un projet fait par le roi de Piémont-Sardaigne, puis ensuite la Savoie a été annexée, donc ce qui était un projet de connexion entre le Piémont et la Savoie est devenu une connexion entre la France et l'Italie. Donc un choc, on réunit cette fois-ci non plus les Alpes par le col, mais par le tunnel, ce qui change tout. Désormais, on ne meurt plus en montagne si on veut franchir les Alpes, et cela signifie aussi que les guides, les postes, les relais, tout ce métier d'hôtelier a pu aussi être fortement challengé par l'arrivée du tunnel. Le deuxième point, c'est que sont arrivés ensuite les chasseurs alpins, la mise en défense d'une frontière, avec les forts que l'on connaît, l'arrivée des troupes alpines, qui à la fois peuvent être des futurs maris et rester sur place, avoir des enfants, mais ça veut dire aussi des routes ouvertes, des zones interdites, ça veut dire aussi cette montagne qui avant était la montagne des bergers, devient une zone de guerre, avec des barbelés. Deuxième reprogrammation. La troisième, elle va nous toucher après-guerre, avec l'impératif de la modernisation en 1945, où là, on va se dire, mais il y a des endroits qu'on pourrait utiliser comme des lieux de stockage d'eau pour en faire de la puissance électrique. Donc on est allé voir les Tignards et on leur a dit, écoutez, mes chers sauvages, vous n'êtes plus chez vous, en fait. La France doit se reconstruire. Et ils ont dû déterrer leurs morts et transférer leur village plus haut.
Donc on a dû demander à des montagnards de déterrer leurs morts, ce qui n'est pas rien en fait comme traumatisme. La chance, c'est que du côté du Mont-Cenis, ce n'a pas été le cas, mais ce n'est pas anodin en fait de noyer toute une zone. On n'a jamais demandé au Marais ou au 6e arrondissement de devenir une réserve hydroélectrique, d'accord. Aux montagnards, on leur demande beaucoup, parce qu'on estime qu'on peut avoir main sur eux. Et enfin, le 4e point sur lequel on a pu tirer notre épingle du jeu, même si on a tiré à chaque fois notre épingle du jeu des 4 étapes, bien sûr, on ne les a pas subies totalement, c'est la mise en tourisme des hautes-terres, décidée notamment par le plan neige, mais aussi par des initiatives locales qui se sont dit, tiens, là, il y a un filon. Voilà. Tant et si bien que l'adaptation, si nous sommes actuellement 8000 dans une vallée qui s'appelle la Haute-Maurienne-Vanoise, c'est qu'on est resté sur place. Donc on a réussi à rester sur place, à rester prospère, à s'enrichir, à profiter. C'est-à-dire qu'on est capable, au fond. Donc il n'y a pas de suspense pour moi. L'étape d'après, on la fera aussi. C'est juste qu'il va falloir se remonter les manches. L'adaptation fait partie de la culture montagnarde, de mon point de vue. À chaque nouvelle arrivée de quelque chose de nouveau, on a été capable d'inventer de nouvelles professionnalités, sans supprimer les précédentes. Et petit à petit, les plus anciennes deviennent un peu moins importantes, les nouvelles prennent plus de place, et le cœur de l'activité précédente reste aussi. On fait du tuilage, ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, être montagnard, en Haute-Maurienne, ou on pourrait le dire ailleurs, bien sûr, c'est être des pionniers, mais sans renier le passé de montagnard. C'est-à-dire, un pionnier, ça ne veut pas dire je n'ai plus de rétroviseur. En tout cas en montagne. Et le secret de l'adaptation réussie et qui fait consensus, c'est sans doute ça. Trouver l'équilibre entre mon passé que je renie pas et l'esprit d'innovation qui me pousse vers l'avant. Car quand on aime les montagnes, qu'on sait qu'elles changent, on sait qu'on doit nous aussi prendre le mouvement pour l'accompagner et ne pas le subir. Alors, est-ce que les Alpes sont à la croisée des chemins? Moi, je dirais à une nouvelle croisée des chemins. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de carrefours au XXe siècle pour les Alpes. On ne va donc pas changer à chaque fois de trajectoire parce que le monde change. En revanche, on va essayer à chaque fois de prendre la bonne courbe, comme je vais en parler tout à l'heure. Est-ce que le dérèglement climatique sera une 5e transformation? Peut-être, en tout cas partielle. Elle va apporter son petit grain en plus dans notre trajectoire. Et dans ce contexte, on doit oser changer de point de vue, je pense être très humble, parce que toutes les statistiques que l'on a sur le futur, on n'est pas vraiment sûr. Donc il faut être humble de se dire on ne sait pas. Savoir dire qu'on ne sait pas, c'est très important. On est dans un monde où on aime dire que l'on sait, quand bien même on ne sait pas. On doit aussi nous-mêmes, je pense, questionner notre regard sur la montagne, car la carte postale qu'on offre aux touristes, elle date du 19e siècle. C'est un très vieux regard, l'esprit carte postale. De la même façon, la montagne modernisée qu'on transforme avec des pelles mécaniques, c'est aussi une autre vision et elle date du 20e siècle. Et selon moi, ça ne veut pas dire que la carte postale va disparaître, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera les aménagements. Mais sans doute, c'est que ces deux regards ne suffisent plus à enchanter les gens et à travailler ensemble. Car en effet, les Alpes sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit. Je vous ai montré cette jolie carte postale de Brienz, toujours le même canton que j'aime beaucoup, les Grisons, où vous avez ce beau village. En plus, vous voyez, parfaitement aménagé. Au-dessus du clocher, vous avez la lisière de la forêt qui n'est pas droite par nature, c'est parce qu'on a des prés, on a des lieux de culture, on a des lieux aussi pour faire les foins. Et il s'avère que le dérèglement climatique challenge extrêmement nos Alpes. Bien sûr, on l'a vu ce matin, il fait plus chaud, mais l'enjeu, c'est pas tant qu'il fasse plus chaud, c'est qu'aussi qu'il fait chaud de plus en plus vite et les phénomènes hors normes se multiplient. C'est plutôt la puissance des choses non prévues que le fait d'être cuit à petit feu, comme on l'est. Et pour vous donner la carte postale, il y a 50 ans, on aurait parlé de Brienz comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, Brienz, c'est ça, d'accord? C'est l'idée que la montagne est en train de littéralement tomber sur le village, qui a été évacué en 2023. Les Suisses, passionnés par l'infrastructure lourde, ont décidé de drainer toute la montagne en faisant des galeries bétonnées dans le sous-sol. Ça n'a pas marché parce que la montagne continue à bouger. Et là, ils ont décidé de déplacer le village. Ils sont en train de choisir les sites, en fait. On va déplacer toutes ces communautés. On est en train de choisir où on va poser ce nouveau village sur un beau replat cultivé. Ce qui veut dire qu'il y a un voisin qui a une maison, mettons Bonneval, d'un coup on lui dit bah, écoute, tu vas avoir un petit village qui arrive à côté de chez toi, désolé, mais il y a des voisins qui arrivent. Et ce sont des choses auxquelles ces gens-là n'auraient jamais pu penser quand ils ont acheté la maison. Par exemple, en tant que résidence secondaire, et a fortiori les personnes âgées qui auraient bien voulu mourir là où elles sont nées.
Alors, c'est quelque chose qui concerne à la fois un petit peu, mais pas totalement, la Haute-Maurienne, parce que vous voyez, là, on est à Zermatt, c'est-à-dire là, c'est plus, mais c'est quelque chose qu'il faut questionner. Car avec la modernité est arrivé ce qu'on appelle la modernisation. C'est l'idée que l'on va vivre mieux si on est de plus en plus moderne. Et il faut savoir évaluer notre dépendance à la modernité touristique, c'est-à-dire notre dépendance à l'hiver, qui repose sur une matière première renouvelable, ça s'appelle la neige. Car on n'oubliera jamais, nous dépendons d'une matière première si on veut faire des sports d'hiver. Cela a amené, et Dieu nous en garde, heureusement, la Haute-Maurienne a été plutôt épargnée par la urbanisation massive des hautes terres. Dans d'autres vallées, il y a des clubs med qui arrivent, comme des navettes spatiales. Mais surtout, l'urbanisation des hautes terres signifie aussi une spéculation de la terre et le fait d'une vie à l'année qui peut être plus compliquée, on l'a parlé ce matin, qui est la mère de tous les enjeux à venir. Pour autant, doit-on parler de malédiction de la rente, dont pourraient parler les économistes à propos des pays qui dépendent d'une seule matière première? Ici, sans doute pas, mais sans doute qu'il faudra se poser la question de ce qu'on appelle en économie du coût d'opportunité. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 euro ici plutôt que là? Voilà. Et nous arrivons à une époque où la question de l'allocation du capital devient plutôt aiguë. Alors, pour donner un peu un exemple, pour comprendre comment se sont transformées nos hautes terres, je vais en Suisse, à Verbier, dans le Valais, dans le Val de Bagne, où vous avez ici en 66 le vieux village qui est à gauche, avec, on le voit encore, des parcelles défrichées avec toute une série de cultures différentes, donc une économie paysanne, et tout en haut se déploient les Mayens à gauche, donc les lieux de fenaison, de stockage pour l'alpage, et sur la droite, l'apparition de la station touristique en fait, de Verbier, et le domaine skiable qui est plus haut. Donc on est en 66, et rendez-vous aujourd'hui. Voilà. On a une monoactivité comparée là, où il y avait toute une série de logiques, bas, milieu, haut. Désormais, on a ce qu'on appelle du mitage qu'on pourrait retrouver dans la banlieue parisienne, c'est-à-dire dès qu'il y en a un qui a construit, l'autre qui construit derrière, etc., etc. Chose qui est toujours importante, c'est de ne pas sous-estimer en fait la vulnérabilité de nos sociétés alpines à la spéculation immobilière. Alors, comment prendre la bonne courbe une fois qu'on a fait ces longs constats? Pour moi, pour prendre le bon élan, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, il faut retrouver l'histoire des possibles. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, on va pouvoir faire des choses, on va faire des choses. C'est pas, oh non, c'était mieux avant, etc. Pour moi, c'était mieux avant, sans doute c'était mieux pour ceux qui le vivaient. Et puis moi, j'ai envie de dire, ce sera mieux demain, pourquoi pas. Et l'histoire des Alpes, il faut accepter que ça soit une histoire de transformation permanente, en tout cas poussée, et des adaptations, agriculture, on l'a dit, et aussi une émigration saisonnière, une mobilité qui est importante. Moi, je suis né à Moutier, j'ai grandi à M, j'ai fait le collège à M, ensuite j'ai fait le lycée à Moutier, j'ai fait l'université à Chambéry, puis ensuite je suis parti à la Sorbonne, puis j'ai fait Rome et Milan. Bref, je suis un montagnard, puis maintenant je reviens. C'est le principe aussi des montagnards de s'exporter, apprendre des choses, et on ramène au pays ensuite nos connaissances. Par exemple, Giacometti, le sculpteur, avant c'était un ferronnier qui a travaillé à Paris dans les années 20 et 30, et puis à un moment il s'est découvert artiste. Voilà. Et il a rapporté un trésor à son pays, qui est devenu un artiste international. Alors comment faire? Selon moi, une des clés importantes auxquelles on pense rarement, c'est qu'on doit identifier son moment d'entrée dans le tourisme. Si nous étions à Saint-Moritz, eux ont quasiment inventé le tourisme alpin dans les années 1860, 1870, eh bien, on ne porterait pas le même discours si on était à Val Thorens, parce qu'eux ne sont pas arrivés au même moment. Et j'ai envie de dire, ça peut paraître tout bête, mais le tourisme, il y a toute une série, il y a une histoire très longue, il y a eu des tourismes, et qu'à chaque entrée, vous faites entrer certains types de personnes avec certains types de capitaux, et certains types d'acteurs avec une certaine puissance, et surtout un certain type de clients, et de dépendance aux clients. Et je crois que pour la Haute-Maurienne, il est important aussi de se dire, mais à quel moment tout ça est arrivé? Quand est-ce que ça s'est intégré? Selon moi, il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, avant nous avions un village avec un clocher, avec un cimetière. Aujourd'hui, on a un village avec un clocher et des cimetières, demain, il y en aura de nouveau un. La seule question, c'est de savoir quand est arrivé le tourisme et à quel point il nous a transformés. Et à quel point il doit nous amener aussi à penser les choses un peu différemment.
Ce faisant, et c'est un peu ce qu'on a fait ce matin et ce qu'on fait aujourd'hui, et ce que la démarche, à mon avis, extrêmement vertueuse de Haute-Maurienne Vanoise, c'est d'oser de se poser toutes les questions. C'est peut-être la seule chose qui coûte rien de se poser des questions. Alors, tout d'abord, la première chose, vous voyez ce glissement de terrain dans le canton de Glaris, juste au nord de mes chers cantons de Grison, vous voyez cette maison qui pensait que tout était bien. Elle avait ses belles fenêtres, son arbre à côté, le petit jardin, et puis un jour, il y a cette coulée juste à côté. Et donc, ça veut dire comment préparer un avenir qui sera un peu moins lisible. À mon avis, beaucoup d'humilité, beaucoup de travail collectif, beaucoup d'initiatives, qui prennent soin des gens. Alors, comment planifier dans un climat déréglé aussi? Comment je fais, moi, pour planifier, engager des sommes, sachant que dans 10 ans, je suis ouf? C'est aussi l'enjeu. Donc aussi avoir une forme de clémence vis-à-vis des élus qui naviguent tout autant à vue. D'accord? Personne n'a la solution parfaite. Enfin, sans doute qu'il faudra abandonner les rêves de contrôle d'une montagne, parce que là, elle est hors de contrôle. Alors, pour préparer un bel avenir, pour moi, il faut trouver aussi la juste mesure. Dans ce beau village de Köchinen en Haut-Valais, j'aime beaucoup toute l'organisation du territoire. Vous avez les arbres, les conifères qui vous protègent des avalanches. Au-dessus, vous avez le lieu où vous pouvez faire du foin ou mettre les moutons. Et sur le côté, vous êtes au bord d'un cône de déjection. Vous n'avez pas construit parce qu'il y a le ruisseau. Donc, trouver la juste mesure, c'est trouver sa place dans la montagne. Les Alpes changent. Et je crois qu'on doit inventer une manière de vivre, peut-être telle qu'on l'avait avant, c'est-à-dire de laisser voir les choses venir, comprendre, réfléchir, et à un moment prendre des décisions à la fois ambitieuses mais aussi humbles. Savoir se dire les choses clairement, et aujourd'hui je crois que les choses ont été dites honnêtement, posément, et on n'est pas obligé d'être d'accord pour se parler. Enfin, évidemment, mais je crois que je prêche des convaincus, sortir de toute analyse binaire du phénomène actuel, écolo-ski, exploitation-protection, ignorance-connaissance, action-passivité. Pour moi, dès lors qu'on agit ensemble, il se passe des choses. Alors, pour moi, le bien commun est la boussole. Car au fond, pourquoi on est là? Pourquoi on vit ensemble? On vit tous ensemble. Pourquoi on est tous là aujourd'hui dans cette salle? Pour moi, il faut commencer peut-être par la gestion des biens communs, c'est-à-dire les eaux, les forêts, la terre, les alpages, les pistes de ski, le parc national de la Vanoise. Et qu'est-ce qu'on fait pour gérer les biens communs? Au fond, c'est ça. Une communauté sert à gérer des biens communs. Et ça donne en latin res publica, qui est la chose publique, la République. Et sans doute qu'en 2026, on attendra au tournant des listes municipales qui dira, bah voilà, pour nous, le bien commun, c'est ça. Que faire pour bien vivre demain dans les Alpes? Alors je le répète, je pense que tout d'abord être à la hauteur de nos aînés, ça veut dire agir en pionnier, selon moi, tout en honorant cet héritage. De dire, ok, papy, tu as fait ça, mais nous on fera différemment. Toi, tu as osé faire, moi je vais oser aussi faire. Je crois qu'on leur doit ceci. Par conséquent, ce n'était pas forcément mieux avant, mais en tout cas, ce sera mieux demain, car un pionnier estime toujours que c'est mieux demain. Nous aussi, on doit oser réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Par exemple, Klim Snow nous dit 2050, donc c'est un horizon à 25 ans, c'est très très loin 25 ans. Mais qu'est-ce qu'on veut faire dans 5 ans? Rien que ça compte. Qu'est-ce qu'on veut faire l'an prochain? Imaginez aussi plusieurs durées. Préparer l'avenir, donc, c'est un parcours, selon moi. Ce n'est pas des solutions produites par un cabinet de conseil qui dit bah, pour moi, c'est ça que vous devez faire, et je vous propose cette solution qui fonctionnera pour vous. Reprogrammer un territoire, ça ne marche pas. Les seuls qui l'ont fait, c'est les soviétiques ou les maoïstes, ça ne marche pas en fait. Ça fait des bains de sang. On ne reprogramme pas les systèmes économiques, on les adapte. De mon point de vue, on doit s'inspirer des initiatives que l'on prend dans les autres Alpes, dans les autres lieux. On va à leur rencontre d'autres vallées. Après, je vous propose une suggestion. Aller découvrir ce qui se fait ailleurs. Et ne serait-ce que de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau, ça peut faire du bien. On est 13 millions d'Alpins sur 200 000 km². Les Alpes, c'est grand comme l'Angleterre. Et c'est peuplé comme un peu plus que la Suisse. Donc je pense que nous vivons dans un monde où d'autres ont expérimenté des choses qui sont à peu près proches de nos propres défis. Et imaginez des solutions toujours adaptées entre l'idée d'avoir un territoire avec une forte identité, un amour du territoire, et dans le même temps, d'oser le pari de l'innovation, de faire venir des gens, d'être challengé par des gens de l'extérieur. Alors, c'est marrant, quand je faisais ma documentation pour le PowerPoint, donc je suis tombé sur cette image, en fait, c'est pour ça qu'on est là. On est juste là pour ça, pour ce lieu absolument magnifique. Je pense qu'on doit être
après la fonte des neiges, ou alors avant que la neige arrive, en tout cas en bas, puisque l'herbe est déjà un peu jaunie. Et donc, ce lieu-là, c'est marrant, en faisant mes recherches, je me dis, mais ça me fait penser à un autre endroit. Et je me suis dit, mais ça me fait penser à ça. Alors là, le front de vallée est un peu plus large, mais en fait, c'est le Haut-Valais, la vallée de Conches, où on se rend compte qu'on a une haute vallée à 1300 mètres à peu près, et que quand on regarde la carte touristique, je me suis dit, mais mince, en fait, j'ai l'impression que c'est la haute Maurienne vanoise, vallée, chapelet de ville, le barrage à droite, l'autre barrage en haut, et le col qui descend de l'autre côté. Donc un fond de vallée aménagé par l'hydroélectricité, mais qui a laissé sa place à un chapelet de villes et de vallées dédié à un tourisme plutôt doux, notamment au ski de fond. Alors ce serait absolument fascinant d'aller les voir pour se dire, mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils se font eux face à ce qu'on vit nous aussi? Ce serait marrant de les faire venir, mais les Hauts-Valaisans, tant de les faire sortir, ce sera compliqué. Je pense que les Hauts-Mauriennais sont plus mobiles que les Hauts-Valaisans. Alors, de nouveau, et j'en aurais terminé avec ce slide, avec ma conférence, les Alpes s'ouvrent à un temps de pionnier. Et temps de pionnier, c'est d'imaginer quantité de choses adaptées au contexte, au territoire. Voilà toute une série d'idées, mais c'est pour vous montrer qu'on peut tout oser, quoi. Pour moi, on doit commencer par promouvoir une culture alpine fière d'elle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir honte de qui que ce soit. Pourquoi aurait-on honte, puisqu'on a dû gérer quand même 5 transformations en un siècle? Qui d'autre a fait ça? Qu'on me dise qui, en fait, qu'on me dise qui. Et avec des collectifs aussi réduits, hein, parce qu'on n'est pas nombreux en montagne. Imaginez sans doute d'autres professionnalités, des activités nouvelles, des rythmes nouveaux, des nouveaux tuilages. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et après, ce n'est pas à moi de l'inventer, puisque chaque territoire a ses propres professionnalités à l'heure actuelle. Assumer que certaines stations d'altitude sont désormais des villes ou des petites villes, c'est-à-dire avec des attentes de services qui pourraient être celles d'urbains et qui attirent des urbains et qui challengent nous, montagnards, sur certaines certitudes qu'on pouvait avoir. Et on dirait, mais quand même, vous êtes d'où? T'es d'où? T'es qui, toi? Tu viens d'où? Et c'est tentant de le dire. Mais en réalité, ils sont là, parce que ça attire désormais la montagne, et elle attirera de plus en plus d'urbains qui voudront prendre un peu de fraîcheur, il ne faut pas l'oublier. L'enjeu, bien sûr, c'est de réinvestir les profits des sports d'hiver, et je vois que c'est déjà commencé, c'est de se dire, bon, bah, cet argent que j'obtiens grâce au ski, est-ce que je ne pourrais pas l'allouer à autre chose que du ski? Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en route. Moi, mon grand rêve, c'est que les hautes terres alpines aient chacun un fonds de diversification, c'est qu'elles investissent dans les industries des vallées et dans les villes, et dans les startups et dans les incubateurs. C'est-à-dire, nous, on a de l'argent, et il y a des lieux super innovants qui produisent du cash qui ont besoin aussi d'argent. Et on doit aussi imaginer que les montagnards ne sont pas seulement des gens qui captent les richesses de l'extérieur, mais qui peuvent investir à l'extérieur. Énorme pas, mais qui, à mon avis, est possible si on se met avec des gens qui sont capables de penser les partenariats et les fonds de diversification. Car en effet, on doit essayer de nouer de nouvelles alliances avec les nouveaux lieux qui sont capables de produire aussi de la richesse et de l'innovation. Et enfin, bien sûr, attirer des talents, attirer des familles. Voilà. J'en ai conclu avec la Haute-Maurienne et vanoise demain, et j'estime qu'il faut regarder le passé avec fierté et préparer le futur avec confiance. Je vous remercie.